On est tous fascinés par les histoires de succès, n'est-ce pas? Les entrepreneurs partis de rien, les artistes qui explosent. Mais et si cette vision était complètement biaisée? Si en se concentrant uniquement sur les gagnants, on passait à côté de l'essentiel? C'est exactement ce qu'on va creuser ensemble. Cette citation, elle est percutante. Elle nous met directement face à une idée clé, ce fameux cimetière de l'échec. C'est un peu l'angle mort de notre perception. C'est là que gisent toutes les histoires qu'on n'entend jamais. Celles des gens qui ont tenté leur chance, qui ont travaillé dur, mais qui n'ont pas réussi. Et c'est peut-être justement là, dans ce silence, que se cachent les leçons les plus importantes. Pour vraiment saisir ce concept, on va faire un petit retour en arrière. Direction la Seconde Guerre mondiale, au cœur d'un mystère qui était, littéralement, une question de vie ou de mort. Alors, le contexte, il est hyper tendu. Les bombardiers alliés subissent des pertes terribles. L'armée de l'air américaine se pose donc une question cruciale. Comment faire pour que plus d'avions reviennent de mission? L'idée, c'est de les renforcer, d'ajouter du blindage. Le problème, c'est que le blindage, c'est lourd. On ne peut pas en mettre partout, sinon l'avion ne décolle plus. Il fallait donc être malin, stratégique. Et là, la démarche semble tout à fait logique, pleine de bon sens. Pour savoir où ajouter du blindage, ils ont fait quoi? Ils ont tout simplement étudié les avions qui, eux, avaient réussi à rentrer à la base. Ils ont sorti leur calepin et ont cartographié méticuleusement chaque impact de balle sur les survivants. Et les résultats de cette analyse étaient limpides, sans aucune ambiguïté. La plupart des impacts se trouvaient sur les ailes, la queue et le corps central de l'avion, le fuselage. Par contre, chose étrange, le cockpit et les moteurs, ils étaient presque intacts. La conclusion saute aux yeux, non? La plupart des ingénieurs se sont dit « c'est simple, on va renforcer les endroits qui sont criblés de balles, c'est-à-dire les ailes, la queue, le fuselage. C'est logique, mais est-ce que c'était vraiment la bonne réponse ?» Et c'est là qu'un homme entre en scène, un statisticien, Abraham Wald. Il a regardé exactement les mêmes données, les mêmes avions, mais il a vu quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Il a vu les fantômes des avions qui n'étaient pas là. Vaude a arrêté tout le monde et a dit en substance « Attendez, vous faites complètement fausse route. » Son raisonnement était totalement à contre-courant, mais d'une logique implacable. Il leur a expliqué que le problème, c'était qu'ils ne regardaient que les survivants. Et voilà son idée de génie. Il a dit « Le blindage, il ne faut surtout pas le mettre là où il y a les impacts de balles. Il faut le mettre précisément là où il n'y en a pas. » Pourquoi? Parce que les données étaient fondamentalement biaisées. Les impacts qu'on voyait sur les avions revenus à la base étaient, par définition, des impacts auxquels un avion pouvait survivre. L'information vraiment cruciale, elle ne se trouvait pas sur les avions qui étaient rentrés, mais sur ceux qui manquaient à l'appel, ceux qui étaient dans le fameux cimetière de l'échec. Les zones sans impact de balles sur les survivants, le cockpit et les moteurs, n'étaient pas les zones que l'ennemi ratait. C'étaient les zones les plus vulnérables. Un avion touché à cet endroit, il ne rentrait tout simplement jamais. La conclusion était donc de renforcer les endroits qui paraissaient intacts. Ce que Wald venait d'identifier, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le biais de survie. C'est cette erreur de logique très humaine qui consiste à tirer des conclusions en se basant uniquement sur les exemples qui ont réussi, sur les survivants, tout en oubliant complètement la masse silencieuse des échecs, tout simplement parce qu'ils sont invisibles. Allez, on quitte le champ de bataille, mais on garde cette idée en tête. On va voir qu'elle s'applique parfaitement à un d'autres domaines où elle est omniprésente, le monde de l'entrepreneuriat et de l'innovation. On connaît tous l'histoire de Bill Gates, évidemment, mais on connaît beaucoup moins celle de Kent Evans. C'était son meilleur ami au lycée, ils étaient inséparables, tous les deux complètement obsédés par les ordinateurs, avec exactement les mêmes rêves de créer une entreprise. Ils avaient un talent et une ambition identiques. Sauf que Gates est devenu l'un des hommes les plus riches du monde. Et Evans, il est mort dans un accident d'alpinisme, avant même d'avoir son diplôme. Une tragédie, un coup du sort. Cette histoire, elle illustre parfaitement cette citation. On a tendance à regarder le succès de Bill Gates en se disant que c'est uniquement le fruit de son génie et de son travail acharné. Et c'est vrai, en partie. Mais on oublie la contrepartie, le risque. Cet événement imprévisible qui a fauché son ami et partenaire potentiel. Pour chaque Bill Gates, il y a un Kent Evans, dont l'histoire a été stoppée net par le hasard. Le succès et l'échec sont souvent les deux faces d'une même pièce, déterminées par des facteurs qui nous échappent totalement. Bon alors, concrètement, pourquoi c'est si important de comprendre tout ça? Comment est-ce qu'on peut s'en servir pour avoir les idées un peu plus claires? En fait, prendre conscience de ce biais, ça change pas mal de choses. Par exemple, au lieu de dévorer les biographies de milliardaires en se disant qu'il suffit de copier leurs recettes miracles, il serait peut-être plus intelligent d'étudier les autopsies d'entreprises qui ont fait faillite. C'est là que se cachent les vraies leçons, les pièges à éviter. Ça nous apprend à mieux évaluer nos propres chances de succès et surtout à reconnaître le rôle immense, mais souvent invisible de la chance et du risque. La clé, en somme, c'est d'inverser la question. Au lieu de se demander qu'est-ce que les gagnants ont en commun, il faudrait plutôt se demander quelle est l'erreur fatale que les perdants ont commise.
La prochaine fois qu'on tombe sur un article du style « Les 5 habitudes des gens qui réussissent », le bon réflexe serait de chercher aussi les 5 habitudes des gens qui ont échoué en ayant les mêmes ambitions. C'est souvent beaucoup plus instructif. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond. Quand on regarde autour de nous, les entreprises, les carrières, les idées qui dominent le monde, on ne voit que la partie émergée de l'iceberg. Mais en dessous, il y a tout un océan d'échecs, d'essais non transformés et de projets abandonnés. Alors, quelles leçons silencieuses ces échecs invisibles pourraient-ils nous apprendre sur le monde tel qu'il est, et pas seulement tel qu'on le voit? C'est une pensée qui vaut le coup de s'y attarder.